Alors, dans l'approche historique, c'est que le premier contact de l'islam avec la France ne date pas de l'occupation d'Alger, comme beaucoup de Français le pensent. En tout cas, quand on les entend parler, on a l'impression que le premier contact, c'était en 1830, lorsque la France a occupé l'Algérie, alors que ce contact va très très loin dans l'histoire. Pour aller vite, 632, comme vous le savez, c'est la mort du prophète sallallahu. Et à peine 30 années après la mort du prophète, l'islam arrive déjà dans le Maghreb, en Tunisie, en Algérie, et un petit peu plus tard en Maroc. Et à peine 50 ans après, il arrive en Espagne, en Andalousie. 711 très exactement, en Andalousie. 719 à Narbonne, dans le sud de la France. Narbonne, on appelle en arabe Nabouna quand vous faites une petite recherche sur Internet. Et Narbonne, dans le sud de la France, c'était l'équivalent de l'Andalousie. C'était une grande ville musulmane. Alors je vais un petit peu très loin parce que ce n'est pas cette partie qui nous intéresse. 1492, comme vous le savez, c'est la chute de Grenade et c'est l'Inquisition. À l'époque, les musulmans avaient le choix entre trois options. Se convertir au christianisme, partir ou mourir. Il y avait une des trois options sur lesquelles ils avaient un choix parmi ces trois options. Et c'est dans ce sens que près de 150 000 musulmans allaient s'installer définitivement dans le nord de la France, en 1492, dans le 15e siècle, dans le sud de la France plutôt, et dans la région du Languedoc-Roussillon. Alors je vais aller un petit peu plus loin aussi. On arrive justement à l'époque coloniale. La France occupe l'Algérie. Et une date qui m'intéresse plus particulièrement, qui nous intéresse plus particulièrement en tant que Français musulmans de France, c'est la date de 1905, qui correspond à l'instauration de la loi de la séparation qui était en vigueur dans toute la France, comme vous le savez, sauf en Algérie, alors que l'Algérie était sous occupation française. L'Algérie était française à l'époque, il y avait trois départements français, c'est-à-dire trois départements français en Algérie, et la laïcité n'a jamais été appliquée en Algérie, alors qu'il y avait un amendement de 1907 qui prévoyait l'application justement de la loi 1905 en Algérie. Ça n'a jamais été fait, qui prévoyait encore la reconnaissance de l'islam comme étant le troisième culte après le christianisme, le judaïsme et le protestantisme. Ça n'a jamais été fait. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'une des autorités religieuses de l'époque, grande autorité religieuse de l'époque, l'imam Ibn Badis, qui était le président de l'association des ulama algériens, des savants musulmans algériens, avait lui-même, c'est quand même un grand savant musulman, avait demandé à la France l'application de la loi 1905, l'application de la loi de la séparation en Algérie. Elle n'a jamais été appliquée. Alors on assiste ensuite, pour aller très vite encore, à trois vagues d'immigration massive après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et dans les années 60, juste après l'indépendance de l'Algérie en 1962. Alors la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même très important, surtout la Première Guerre mondiale, où les historiens nous disent qu'il y avait quand même plus de 100 000 soldats musulmans qui sont morts pour la France, qui ont donné leur vie pour que la France soit libre et indépendante. Et c'est d'ailleurs après cela pour remercier ces soldats musulmans, issus essentiellement du Maghreb, mais pas que, parce qu'il y avait aussi des Maliens, des Sénégalais, des Africains. Et c'est pour les remercier qu'on a construit la mosquée de Paris en 1924, inaugurée en 1926, et ensuite on a construit aussi l'hôpital Avicenne qui est juste à côté dans le 9-3 Bobigny en 1935, et si vous regardez bien aussi, il y a la construction du premier cimetière musulman. C'est d'ailleurs le seul cimetière musulman qui existe. Il y a 7000 tombes de soldats musulmans morts pour la France, parce que comme vous le savez, la loi française ne permet pas d'avoir des cimetières confessionnels
nous. Et donc il y a des carrés musulmans. On peut avoir des carrés musulmans, on peut avoir des carrés juifs aussi, mais on ne peut pas avoir un cimetière réservé spécifiquement pour les musulmans ou pour les juifs. Bref, donc c'était cette façon de voir les choses. Donc la première vague d'immigration, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et on arrive pratiquement à la troisième vague d'immigration dans les années 60, dans les années 60-70, et jusqu'à 1965, pratiquement, jusqu'à 1965, fin des années 60, en tout cas début des années 70, les historiens nous disent que si on veut qualifier l'islam de l'époque, c'était plutôt un islam, on insiste beaucoup sur le fait que c'était plutôt un islam tranquille, un islam discret, voire invisible, un islam sécurisant, où nos parents, nos grands-parents, peut-être nos arrière-grands-parents s'excusaient presque d'être musulmans à l'époque. Mais c'était cette façon, c'est l'idée qu'on a de l'islam à l'époque. Les choses vont changer dans les années 70, comme vous le savez, après le choc pétrolier en 1973. Et en 1974, le président français de l'époque, Giscard d'Estaing, allait mettre fin à l'immigration économique et ouvrir le regroupement familial. Et c'est dans ce sens que beaucoup de familles algériennes, marocaines, tunisiennes allaient ramener leur famille et s'installer définitivement en France. Et c'était véritablement la fin du mythe du retour, parce que nos parents, encore une fois, les musulmans de la première génération, c'était plutôt une immigration économique. Ils sont venus ici en France pour travailler, mettre l'argent de côté et revenir plus tard dans leur pays d'origine. Et cette décision allait mettre fin véritablement au mythe du retour, et on va assister dans début des années 70, fin des années 70, à la naissance de ce qu'on appelle la deuxième génération. Et il va y avoir aussi une autre révolution dans l'islam et pour les musulmans de France. C'est dans les années 80, début des années 80, à l'époque c'est la gauche qui est au pouvoir, et en 1981, Mitterrand qui va prendre une grande décision en ce qui concerne les musulmans de France. 1981, c'est la libéralisation des droits des associations étrangères. Et on va permettre aux étrangers installés en France de créer leurs associations loi 1901 et non pas 1905. Donc on crée des centaines et des centaines d'associations sportives, culturelles, de théâtre, etc., etc. Et ce sont ces associations qui, plus tard, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, vont se transformer en lieux de culte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'immense majorité des 2500 lieux de culte, on parle de lieux de culte, non pas de mosquées, ce n'est pas véritablement des mosquées, c'est des lieux de culte, c'est des salles de prière. C'est la raison pour laquelle l'immense majorité des 2500 lieux de culte que compte la France sont des associations loi 1901, c'est des associations culturelles et non pas des associations cultuelles comme elles devraient l'être. Et c'est véritablement le changement, il se situe ici, début des années 80, avec la naissance de la deuxième génération. Et rappelez-vous, dans les années 60, c'était plutôt un islam discret, un islam tranquille, pacifique, pacifiant, invisible. Et on va passer, avec la deuxième génération, on va passer de cet esprit de la discrétion à la visibilité de l'islam. On va passer même à une revendication identitaire, dans le sens où la deuxième génération va mettre en avant son appartenance à l'islam. Et on va venir très rapidement en 1989, ça a été dit ce matin, la première affaire du voile, 3 collégiennes, rappelez-vous pour ceux qui ont connu cet épisode, 3 collégiennes sont venues à l'école vêtues d'un voile. Et c'était un triple choc à l'époque. On est en 1989, c'était un triple choc. C'était un choc à la fois pour les musulmans, parce que les musulmans à l'époque, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas organisés, et que sur une question aussi importante, ils ne savaient pas vers qui se tourner pour dire si le port du voile était obligatoire ou pas obligatoire, ou est-ce qu'il fallait le faire. Les musulmans ont découvert qu'ils n'étaient pas organisés comme l'étaient les juifs, comme l'étaient les protestants, et même comme l'étaient les bouddhistes. L'islam, c'était la seule religion qui n'était pas institutionnalisée, qui n'était pas organisée.
Le deuxième choc, c'était pour les non-musulmans, qui étaient là, à côté d'eux, qui vivaient avec eux, qui étaient des citoyens français comme eux, et qui étaient là pour rester ici, pour ne pas repartir. Et le troisième choc, c'était un choc pour les politiques, pour l'administration française, parce que voilà, on a un grand problème. C'est comme ça qu'on interprétait à l'époque, on a porté atteinte à la neutralité de l'école, à la laïcité, et on ne sait pas avec qui discuter. Et donc l'administration a découvert que l'islam aussi n'était pas organisé, qu'il n'y avait pas une instance représentative de l'islam de France. Et d'ailleurs à l'époque, parce que les collégiens étaient d'origine marocaine, l'administration a discuté à l'époque pour régler ce problème. Elle avait discuté avec le roi du Maroc. Quand il s'agit d'un problème algérien, c'était avec le gouvernement algérien. Quand c'est des Tunisiens, avec le gouvernement tunisien, etc. Bref, c'est à partir de 1989, le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était Pierre Jox. Pierre Jox, qui était de confession, de culture protestante en tout cas, donc il était sensible à cette organisation de l'islam de France, et c'est lui qui va mettre en place le chantier de l'organisation de l'islam de France. Bien sûr, les ministères de l'Intérieur vont se succéder en 2003 pour aller vite. On va arriver à la création du CFCM, du Conseil français du culte musulman. 2013, c'est la réforme du CFCM. Mais je pense que ça reste un avis. Au lieu de réformer, on a compliqué un petit peu plus la situation, parce que pour des jeunes, réellement c'est comme ça que c'est perçu, en tout cas dans les jeunes, dans les banlieues, lorsqu'on dit que c'est 2 ans pour les Algériens, ensuite 2 ans pour les Marocains, ensuite pour les 2 ans pour les Turcs. C'est un très très mauvais signe que l'on lance aux musulmans de France. Donc très rapidement, voilà l'histoire de la présence de l'islam et des musulmans de France. Et je passe à la deuxième question, qui est au troisième, par manque de temps, je pense que je vais les prendre en même temps. C'est quelles sont les différences, quelles sont les spécificités, les différences entre la première génération et les premières générations des années 60 et les générations qui vont se succéder, deuxième, troisième, quatrième génération, et quelle est la spécificité de chacune. Alors si vous regardez, la première génération, on a dit, jusqu'à 1965, c'était plutôt un islam, encore une fois, un islam tranquille, discret, apaisant, et nos parents s'excusaient presque d'être musulmans. Et en fait, je vais mettre en avant 4 problèmes, ou 4 incompréhensions, 4 symptômes qui concernent la première génération, et on va voir, quand on va voir ces symptômes-là, on va voir l'évolution opérée au sein de la communauté musulmane depuis les années 60. Alors le premier symptôme, c'est celui de l'isolement. Vous savez que nos parents, nos grands-parents, peut-être même nos arrière-grands-parents pour certains d'entre nous qui sont ici, quand ils sont venus en France, ils avaient un statut social qui n'était pas celui des Français à l'époque. C'était une immigration économique, donc ils étaient plutôt pauvres, ils étaient plutôt analphabètes, parce que pour beaucoup, ils n'ont pas eu la chance de faire des études, pour la simple raison qu'ils ne pouvaient pas faire des études, parce qu'ils étaient sous colonisation. Et donc naturellement, c'est tout à fait naturel qu'ils étaient isolés par rapport à la société, parce qu'ils se sont retrouvés dans une société avec laquelle ils partageaient finalement peu de choses. Ils ne parlaient pas la même langue, ils n'avaient pas les mêmes traditions, ils n'avaient surtout pas la religion. Donc nos arrière-grands-parents vivaient dans ce pays, en France, comme des étrangers. Ils considéraient la France comme un pays étranger, donc il n'était pas question de s'intégrer dans cette société. Et l'évolution qu'il y avait depuis, c'est que les jeunes musulmans de France aujourd'hui se sentent parfaitement, totalement chez eux. Ils n'ont aucun problème de ce côté-là. Donc premier symptôme, la première évolution. Le deuxième symptôme, la deuxième incompréhension concernant la première génération, c'est que ils avaient un problème de conscience avec l'acquisition de la nationalité, avec la citoyenneté. C'est que lors de l'instauration de la loi 1905,
l'imam Ibn Badis en Algérie, pour le reciter encore une fois, a décrété une fatwa dans laquelle il interdisait aux Algériens à l'époque d'acquérir la nationalité française. Le raisonnement était simple pour lui, c'est à l'époque, si tous les Algériens allaient devenir français, c'en était fini avec l'indépendance de l'Algérie. Et ce qui est étonnant, c'est que cette fatwa était en vigueur pour les Algériens, en tout cas jusque dans les années 80, pour certains même jusqu'à dans les années 90. On avait du mal à acquérir la nationalité française, on avait du mal, pour les Algériens en tout cas, ils avaient du mal à devenir français. Deuxième évolution, aujourd'hui, l'immense majorité des Algériens, l'immense majorité des musulmans de France, et notamment les Algériens qui avaient un problème de conscience de ce côté-là, n'ont aucun problème avec la nationalité française. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près 1 million de Français musulmans dont les parents sont des Algériens. Deuxième symptôme et deuxième évolution. Troisième symptôme, c'est concernant la pratique, justement. La pratique, vous savez que nos parents, quand ils sont venus ici, ils sont venus n'ayant pas, on a dit, le statut social n'était pas celui des Français à l'époque. Ils avaient fait très peu d'études de façon générale et pas d'études religieuses, de connaissances religieuses. C'était vraiment superficiel, il n'y avait pas beaucoup de pratiques. Ensuite, quand ils sont venus ici, il y avait beaucoup de confusion entre les traditions des pays d'origine et ce qui faisait partie des enseignements du Coran, de la tradition du prophète. Donc il y avait beaucoup de confusion, notamment sur la place de la femme, par exemple. Début des années 60, 70, la femme ne travaillait presque jamais, elle était chez elle, ne faisait pas beaucoup d'études. Concernant le mariage, on parlait beaucoup de mariage forcé, mariage truqué, mariage arrangé. Et tout cela n'avait absolument rien à voir avec les exigences de l'islam, avec les enseignements du Coran et encore une fois la tradition du prophète. Et donc il y avait un travail extraordinairement important qui était fait à l'époque, une évolution très importante pour montrer que ça n'avait absolument rien à voir avec le Coran, avec la tradition du prophète, et qu'aujourd'hui, comme on le voit ici dans cette salle, la femme peut travailler, elle peut faire des études. Alors d'ailleurs, elles réussissent dans les études beaucoup plus que les garçons. Troisième ou quatrième symptôme, c'est sans doute celui le plus important, c'est le problème concernant la compréhension du concept de la laïcité. M. Lobéro va en parler peut-être tout à l'heure. Mais venez, regardez nos parents dans les années 60, dans les années 70, qui viennent s'installer en France. Le concept de la laïcité, le concept de la séparation, et pour eux, la laïcité était liée à la colonisation. Première chose. Deuxième chose, c'est que la laïcité, pour eux, c'était quelque chose qui était contraire aux valeurs de l'islam. Être une personne, quand elle se dit laïque, à l'époque, était compris comme une personne qui ne croyait pas en Dieu, une personne qui était athée. D'ailleurs, une des traductions en arabe de la laïcité, c'était l'adénia. Vous allez en Égypte, on traduit la laïcité par l'adénia. Et quand on traduit ce terme arabe, l'adénia, en français, on arrive contre la religion, en tout cas athée. C'était considéré comme un concept qui était opposé aux valeurs de l'islam. Et troisième chose, le problème par rapport à la laïcité, c'est que les symboles de la laïcité, les pays musulmans qui étaient les symboles de la laïcité à l'époque, deux pays très exactement, la Tunisie et la Turquie, ce n'était pas franchement des pays qui étaient un exemple, en tout cas, dans la liberté religieuse et surtout dans la démocratie. Et c'est dans ce sens que la laïcité est massivement rejetée dans les années 60 et dans les années 70 pour toutes ces raisons-là. Donc il a fallu un travail intellectuel extrêmement important. Et ce travail était fait, il faut le signaler, par Tariq Ramadan dans les années 90. Et ensuite, par M. Bolero qui est avec nous. M. Bolero, je me rappelle qu'il a sillonné la France, il a visité beaucoup de banlieues, il a participé à beaucoup de colloques, y compris organisés par des mosquées, et y compris dans des mosquées. Il est venu nous voir à la mosquée de Durban, où il nous a fait un cycle de formation sur la laïcité. C'est après ce travail intellectuel conséquent, colossal, que les musulmans se sont réconciliés avec la laïcité, parce qu'ils ont compris que la laïcité, finalement, c'était la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, c'était la liberté d'expression, et c'était le libre exercice des cultes. Ils ont compris aussi, c'est que ce travail colossal, encore une fois, a permis à certains responsables musulmans de devenir des fervents
défenseurs de la laïcité, on a trouvé dans des grandes mosquées des imams qui appelaient les fidèles au respect de la laïcité, parce qu'ils disaient c'est au nom de cette laïcité que nous construisons nos mosquées, c'est au nom de cette laïcité que nous ouvrons nos écoles, et c'est au nom de cette laïcité que nous mettons en place l'institutionnalisation de la présence musulmane en France. La troisième chose, c'est qu'ils sont devenus des fervents défenseurs de la laïcité pour la simple raison que les religions, toutes les religions, tout le monde a compris ça, nous ne pouvons vivre ensemble en paix que lorsque toutes les religions reconnaissent justement ce cadre laïque et que la laïcité serait véritablement cette loi de la séparation, que quand elle respecte toutes les religions sans exclusion et sans hiérarchisation. Donc vous voyez cette évolution extraordinairement importante dans la pratique, dans la pensée et dans la compréhension que nous faisons en tant que musulmans de notre environnement, de notre contexte. Et aujourd'hui, il y a une révolution, je vais finir avec ça, il y a véritablement une révolution qui est en marche, qui nécessite beaucoup de temps, ça nécessite un changement de mentalité, qui nécessite beaucoup de temps, et bien sûr, cette révolution n'intéresse pas beaucoup de médias, parce que les médias, encore une fois, ils sont plus dans l'émotionnel, dans le spectaculaire, etc. Mais ce travail, il a été entamé. Je suis un des responsables, enfin, je suis à la tête d'une grande mosquée dans la région lyonnaise, et je pense que les musulmans sont, pour une fois, conscients qu'il va falloir faire un travail extraordinairement important au sein de notre communauté, mais que ce travail nécessite, bien sûr, beaucoup de moyens humains, mais beaucoup de moyens financiers, ce que nous n'avons pas forcément aujourd'hui. Merci beaucoup.